et à l'international. Cela ne fait désormais plus de doute. La Corée du Nord a bien envoyé des troupes en Russie, mais pour autant, Kim Jong-un a-t-il véritablement déclaré la guerre à l'Ukraine ? Hier, après les États-Unis, c'est l'OTAN qui a annoncé être en mesure de confirmer le déploiement de soldats nord-coréens en Russie, y voyant le risque d'une escalade dans la guerre en Ukraine. Plus tôt dans la journée, c'est le chef des services secrets sud-coréens qui a révélé que 3000 soldats nord-coréens se trouvaient actuellement en Russie et qu'ils recevraient une formation concernant les drones et d'autres équipements avant d'être déployés en Ukraine. Je vous rappelle d'ailleurs que le même chef des services secrets anticipe plus de 10 000 soldats à terme, 10 000 soldats nord-coréens à terme sur le territoire ukrainien. On comprend ainsi qu'au-delà de prêter allégeance à Vladimir Poutine, s'impliquer dans la guerre en Ukraine pourrait représenter pour la Corée du Nord un moyen d'acquérir de l'expérience au combat. Rappelons que depuis les années 50, Moscou et Pyongyang sont des alliés historiques et que selon le renseignement américain, la Corée du Nord fournit des armes aux Russes, notamment des obus et des missiles balistiques de courte portée. Sur le front diplomatique, alors que les dirigeants des BRICS se réunissent depuis mardi à Kazan, leur hôte Vladimir Poutine a affirmé lors de son discours inaugural hier que la formation d'un monde multipolaire est en cours et que c'est un processus dynamique et irréversible. Il en a profité pour ajouter que plus de 30 pays ont exprimé leur souhait de rejoindre les BRICS. Mais l'ombre de la guerre en Ukraine plane au-dessus de ce sommet, puisqu'il existe des doutes jusque chez les principaux membres des BRICS, doute sur la manière dont un groupe de pays aussi large peut s'étendre aussi rapidement tout en préservant un certain sens de la perspective géopolitique tout en obtenant de réels résultats économiques. En effet, hier, le président chinois Xi Jinping a plaidé contre une escalade des combats en Ukraine alors que le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a lui aussi, de son côté, lancé un appel pour éviter l'escalade dans les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient qui menacent, selon lui, de devenir global. Avertissement auquel le président russe a répondu, je le cite, qu'un fort potentiel de crise subsiste. Cela n'est pas seulement dû aux tensions géopolitiques croissantes, mais aussi aux sanctions unilatérales, au protectionnisme et à la concurrence déloyale. Toujours sur le front géopolitique et selon les médias américains, Wall Street se positionnerait actuellement pour tirer profit de la victoire de l'un ou de l'autre des candidats à la Maison-Blanche. Et même si la plupart des sondages montrent toujours une course serrée, les actifs considérés comme susceptibles de bénéficier d'une victoire républicaine sont recherchés. En témoignent les performances boursières de l'opérateur de prison privée GEO Group, dont le titre a pris 21% en octobre, soit son meilleur mois depuis 2022, alors que dans le même temps, le mineur de Bitcoin Riot Platform a progressé, lui, de 34%. Mais plus globalement, la conviction générale qui domine chez les gérants américains est que la victoire de Trump devrait alimenter l'inflation en grande partie à cause des droits de douane qui devraient progresser jusqu'à 200% pour certains secteurs d'activité. Au chapitre monétaire, la normalisation de la politique monétaire de la Banque du Canada se poursuit. Hier, elle a de nouveau baissé son taux directeur de 0,5 points pour le fixer à 3,75%, estimant que les attentes d'inflation des entreprises et des consommateurs se sont largement normalisées. Il s'agit de la 4e baisse consécutive de taux alors que la banque l'avait maintenu pendant près d'un an à 5%, son plus haut niveau depuis 2 décennies. Dans l'ensemble, la banque prévoit une croissance du PIB de 1,2% en 2024, de 2,1% en 2025 et de 2,3% en 2026. Ce renforcement de l'économie permettrait à l'offre excédentaire de se résorber peu à peu. Du côté de l'inflation, la Banque centrale canadienne s'attend à ce que la hausse des prix demeure près de la cible, les pressions inflationnistes à la hausse et à la baisse se compensant en grande partie. Enfin, au chapitre micro, Tesla recouvre les faveurs de Wall Street. Hier, après la clôture, le constructeur américain Tesla a publié pour le 3e trimestre un résultat net largement supérieur aux attentes du consensus. Le bénéfice ajusté est ressorti à 72 cents par action contre 58 cents modélisés par les analystes financiers. Le groupe explique ce résultat par un coût de revient par véhicule à un plus bas historique. Quant aux guidance, elles sont solides puisqu'Elon Musk a déclaré qu'il
s'attendaient à une croissance de 20 à 30% du nombre de véhicules l'année prochaine. Ces résultats ont fait bondir le titre de Tesla de plus de 8% hier dans les échanges après la fermeture de la bourse de New York. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et au-delà des indicateurs PMI qui seront publiés de part et d'autre de l'Atlantique, notamment en provenance de la zone euro où les perspectives de croissance sont devenues une source d'inquiétude tant pour la sphère financière que politique. Et bien sur le front micro, les investisseurs décortiqueront les publications de Tesla, de Dassault Systèmes. Ils décortiquent actuellement la publication de Danone qui a confirmé ses objectifs annuels d'une croissance de chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5% et d'une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante. Les publications d'Orange sont également analysées par les investisseurs actuellement. Orange qui a enregistré un chiffre d'affaires en légère progression au troisième trimestre, confirmant ses objectifs financiers annuels. Sodexo a également publié ce matin, Sodexo qui vise désormais une croissance interne de son chiffre d'affaires comprise entre 5,5 et 6,5% et une amélioration de sa marge d'exploitation qui devrait être comprise, une amélioration qui sera comprise entre 30 et 40 points de base à taux de change constant. Ce matin toujours, ADP a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance sous-jacente de ses ventes comprise entre 3 et 5% et une marge d'exploitation sous-jacente d'au moins 18%. Ce matin, toujours, Hermès International a publié un objectif à moyen terme. Hermès a réitéré ses objectifs à moyen terme après un troisième trimestre 2024 robuste. Je vous rappelle qu'Hermès International fait évidemment partie du secteur du luxe, mais se positionne sur du très très haut de gamme, du luxe haut de gamme, ce qui, par la force des choses, la laisse un peu à l'écart des risques liés à la timidité de la consommation intérieure chinoise. Enfin, au UK, Unilever a publié ce matin, les investisseurs décortiquant la publication. Enfin, aux États-Unis, les publications majeures de la semaine ont déjà été communiquées. Et désormais, on s'attend aux GAFAM qui devraient publier la semaine prochaine. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés financiers ont clôturé dans le rouge, poursuivant le mouvement de repli en cours depuis 3 et 4 séances. Les investisseurs inquiets d'une baisse des taux de la réserve fédérale américaine plus lente que prévu, ce qui exerce une pression sur le cours des actions et des obligations. Par ailleurs, les publications de L'Oréal, Vivendi ou bien encore Deutsche Bank ont déçu les investisseurs hier. À Paris, le CAC 40 a donc enchaîné une troisième séance consécutive de baisse, perdant plus de 1,5% depuis le début de la semaine. Une baisse cependant toute relative puisque les zones techniques de support sont pour le moment préservées. Hier, alors que le CAC 40 est devenu un indice luxe, les craintes à l'endroit de la demande intérieure chinoise ont pesé sur l'indice parisien. Il a ainsi reculé de 0,5% à 7497 points après être tombé à 7468 points en séance. À Londres, le FTSE a enchaîné une quatrième séance consécutive dans le rouge, ne reculant pour ainsi dire que de 1,2% depuis le début de la semaine. Hier, les inquiétudes liées aux élections américaines et au budget britannique ont pesé sur l'indice outre-Manche. Il a reculé de 0,58% à 8258 points. Enfin, à Francfort, le DAX a mieux résisté puisqu'il n'a reculé pour ainsi dire que de 0,2% à 19 383 points. Même s'il semblerait que le sentiment se soit légèrement détérioré ces dernières séances. Aux États-Unis, bien que l'économie reste solide, les valorisations jugées excessives avant l'ouverture de la saison des résultats n'ont logiquement pas tenu face aux publications analysées comme décevantes. Par ailleurs, la hausse des rendements souverains pénalise les valeurs à haute intensité capitalistique. Pour exemple, hier, le titre de Nvidia a chuté de 2,8%. Résultat, Wall Street a fini dans le rouge hier. Le Dow Jones a reculé de 0,96% à 42 514 points. Le S&P 500 a cédé 0,92% à 5 797 points. Le Nasdaq, lui, a abandonné 1,6% à 18 276 points.
En Asie, ce matin, les principaux marchés financiers ont été hésitants, tiraillés entre la baisse à Wall Street et le recul de la tech aux États-Unis qui ouvre un point d'entrée attrayant pour la tech asiatique. Le Nikkei a gagné 0,1% à 38 144 points, quand dans le même temps, les principaux indices actions en Chine, à Hong Kong et en Corée du Sud ont chuté. Sur le marché des taux souverains en zone euro, les rendements ont reflué hier alors que selon plusieurs sources, des débats émergent sur une baisse des taux de la BCE sous le niveau neutre, une évolution qui intervient alors que la situation économique dans la zone euro se détériore rapidement et que l'inflation est bien inférieure aux prévisions. Le rendement du Bund à 10 ans est ainsi resté stable hier à 2,313% alors que le Bund à 2 ans a lui plus franchement reculé puisqu'il a cédé près de 7 points de base à 2,132%. À l'heure de la clôture en Europe, à mesure que les marchés intègrent une victoire de Donald Trump au programme économique le plus inflationniste, les rendements ont pris de l'épaisseur hier. Le 10 ans américain a pris plus de 2,5 points de base à 4,2316%, un niveau perdu de vue depuis juillet dernier, tandis que le rendement du titre à 2 ans, lui, progressait d'un peu moins de 3 points de base à 4,0651%. Enfin, sur le marché du pétrole, alors que la diplomatie américaine met tout en œuvre pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza, les prix ont fini en baisse hier, également tirés vers le bas par les statistiques hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'énergie, selon laquelle les stocks de pétrole ont augmenté la semaine dernière. Aux États-Unis, lors de la semaine achevée le 18 octobre, les réserves commerciales de pétrole aux États-Unis ont grimpé de 5,5 millions de barils, soit plus que le million anticipé par les analystes, selon un consensus établi par Bloomberg. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre a perdu 1,38% à 74,99 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison décembre, dont c'était le premier jour de cotation, il a abandonné 1,89% à 70,78 $ l'unité. Nous allons marquer une première pause dans cette édition du 24 octobre et juste après, nous retrouverons Éric Seban et son chronodax. À tout de suite sur TV Finance.